Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers collègues. On traite la deuxième partie sur le cours des rétrécissements aortiques. La fois passée, on avait vu l'anatomopathologie. Maintenant, on traite un titre aussi très important qui est la physiopathologie. Toujours, vous allez trouver tous ces supports dans la description. Maximisez vos partages, chers collègues. Ne laissez pas seulement ces vidéos à votre disposition. Maximum de partage pour que le but toujours c'est atteindre le maximum nombre d'étudiants le plus tôt possible. Donc la physiopathologie. Donc à noter, toujours je vous invite à prendre note. La surface aortique normale est d'environ 3 cm². Si vous vous souvenez de votre cours concernant le rétrécissement mitral, c'était entre 4 à 6. Donc une valve aortique, elle est plus petite par rapport à une valve mitrale. Faites attention. Donc 3 cm² dans l'état physiologique. On dit, c'est à noter, qu'il s'agit d'une sténose aortique minime, quand la surface aortique atteint 50% de la surface normale. Donc 50%, 3, c'est la normalité. 50% veut dire une surface aortique qui est inférieure à 1,5 cm². Vous allez voir ça dans l'écho-cœur, qui est l'examen de choix, je répète toujours, devant toute valvulopathie. Donc il s'agit d'une surface anormale ou bien d'un rétrécissement aortique lorsque la surface est inférieure à 1,5 cm. On dit qu'il s'agit d'une sténose qui est modérée si 25 à 50% de la surface est normale. Et on dit, ça c'est à retenir si on vous pose la question, quand on va dire qu'il s'agit d'une sténose serrée de la valve aortique, et ça c'est la forme grave, donc deux cas. Soit si la surface restante elle est inférieure à 1 cm², ou bien, notez-vous bien le deuxième chiffre, si elle est inférieure à 0,6 cm² par mètre carré de la surface corporelle. Quel est le rôle du deuxième calcul? Donc, la surface aortique, c'est les besoins. Donc, un patient qui pèse 100 kg, c'est pas comme un patient qui pèse la moitié, 50-60. Donc, soit une valve qui est inférieure à 1 cm² chez un patient de taille normale, voire inférieur à 0,6 cm² par mètre carré, c'est la surface corporelle chez un patient, je répète, qui pèse 100 kg. Lorsque la surface ou bien le ratio est de 0,6 cm² sur la surface corporelle, on parlera d'une sténose serrée, et là, la valve, ou bien le débit cardiaque, toujours il est altéré, il est insuffisant de garantir une circulation systémique, et vous allez voir le risque là peut aller jusqu'aux morts subites. Donc à retenir, valve normale c'est de 3 cm². Inférieur à 50% de cette valve, on parlera de sténose. 25 à 50% c'est une sténose modérée. Et si, j'insiste sur la troisième ligne, si la surface aortique est inférieure à 1 cm², il s'agit d'un rétrécissement aortique qui est serré. Donc si on vous pose la question, vous allez calculer soit c'est une valve inférieure à 1 cm dans l'écho Doppler, ou bien c'est un indice, donc diviser la surface restante sur la masse corporelle, s'il s'agit d'un patient obèse, donc inférieur à 0,6 cm² sur mètre carré de surface corporelle. Donc ce qui nous intéresse le plus tôt qu'on va voir dans les parties cliniques, c'est le rétrécissement aortique serré. Donc toujours dans la valvulopathie, on passera aux conséquences. Et comme on avait vu dans les pathologies mitrales, il s'agit de deux conséquences. Une conséquence en amont, en avant de la sténose, et des conséquences qui sont en aval de la sténose. Et troisièmement, malheureusement, donc si vous vous souvenez de votre anatomie, donc il s'agit là d'une circulation coronaire qui se remplisse au diastole. J'espère que vous vous souvenez de votre physiologie. Il s'agit aussi troisièmement des conséquences même sur la circulation coronaire, et c'est cette dernière qui va donner longueur de l'effort. Vous allez voir ça dans la partie prochaine qui est intitulée sur la clinique. Donc 3 conséquences en amont, en aval, bien en amont, en avant de la sténose, en aval après cette sténose, et troisièmement, n'oublie pas la circulation coronaire qui est dérivée, qui est collatérale, ou bien qui est secondaire à la circulation aortique, et elle représente 5% de la circulation systémique. Donc on commence premièrement les conséquences en amont de la sténose. Donc la sténose là, elle est au niveau de la valve aortique. Donc je répète, il s'agit d'un retentissement, toujours je répète, sur le ventricule gauche dans le rétrécissement aortique.
Donc l'obstacle, là, c'est à l'éjection systolique. C'est un obstacle de pression, notez-vous ça. Vous allez voir dans le rétrécissement ou bien dans l'insuffisance aortique. Donc c'est une surcharge, je répète, de pression et surcharge de volume. Donc, je répète, là c'est une surcharge de pression. Donc le ventricule gauche, il va combattre entre une pression artérielle qui va être augmentée. Donc qu'est-ce qu'il va survenir? Une élévation de la pression systolique du ventricule gauche. Donc si on vous pose la question, qu'est-ce qui se passe comme conséquence en amont avant cette sténose? Donc vous allez noter une élévation de la pression systolique pour combattre et abattre la pression aortique qui est élevée, une augmentation du gradient de la pression aortique ventricule gauche aorte. Tout ça c'est à noter et souvent posé comme thème d'examen. Donc le ventricule gauche là, il doit combattre une pression lorsqu'on dira rétrécissement, donc diminution de la surface, selon les lois de la physique, veut dire qu'il s'agit d'une augmentation de la pression. Le ventricule gauche, il n'a pas le choix que combattre cette augmentation de la pression par deux mécanismes, augmentation de la pression systolique et, si on vous pose la question deuxièmement, augmentation aussi du gradient, la différence entre pression systolique ventriculaire gauche et aorte. Pourquoi ces mécanismes-là? C'est pour maintenir toujours un débit cardiaque normal. Toujours, lorsqu'il s'agit d'une valvulopathie, le but, le rôle du cœur, le rôle du ventricule gauche, le rôle essentiel, c'est de garantir un débit cardiaque qui est normal. Ça, c'est le rôle essentiel du cœur. Quelles que soient les conditions, quels que soient les obstacles, le cœur doit assurer un débit cardiaque qui est normal. Ça, c'est leur fonction. Donc, il va augmenter la pression, il va augmenter, donc le ventricule gauche aussi, il va augmenter le temps d'injection ou bien d'éjection systolique. Et il va, noter ce terme-là, il va hypertrophier et on note une HVG dans le rétrécissement aortique. Donc le retentissement, souvent retrouvé dans le rétrécissement aortique, c'est l'HVG. Vous allez voir ça dans l'interprétation de l'écho ou bien de l'électrocardiogramme. Donc, élévation de la pression systolique, augmentation du gradient systolique, donc augmentation aussi du temps de l'éjection, tout ça c'est à noter, j'espère que vous êtes en train de citer ça, et le retentissement le plus important c'est l'hypertrophie premièrement, et cette hypertrophie, elle va réduire le volume cavitaire, donc c'est une hypertrophie qui est concentrique, comme vous avez vu précédemment, dans la pathologie mitrale, et aussi une diminution de la confluence du ventricule gauche. À un stade plus tardif, donc secondairement, cette HVG, donc tout mécanisme compensatoire, donc l'HVG là, c'est un mécanisme de compensation. Donc pour garantir, je répète toujours, un débit cardiaque normal, cette HVG, elle va être défaillante, elle ne va pas suffire pour maintenir un débit cardiaque normal. Qu'est-ce qu'il va survenir à un stade plus tardif? Donc hypertrophie associée à notez ça bien, une dilatation, comme vous voyez à droite dans l'illustration. Donc premièrement, une HVG, une hypertrophie ventriculaire gauche pour combattre l'augmentation de la pression. Toujours j'insiste sur les mots-clés dans la physiopathologie, ils sont à citer et à noter. Et à un stade plus tardif, malheureusement, une dilatation et c'est parmi les signes de gravité de cette pathologie. Donc, une dilatation pour conserver le débit cardiaque. Donc, HVG veut dire réduire la surface ou bien la cavité pour compenser encore une dilatation du ventricule gauche. Et selon la loi de Starling, ça va être défaillante et le cœur ne peut pas fonctionner normalement. Ultérieurement, dernièrement, en cas d'absence de chirurgie, ces mécanismes de compensation qu'on a déjà cités, donc l'augmentation du temps, notez ça bien, de l'éjection systolique, l'hypertrophie ventriculaire gauche, l'HVG, puis l'hypertrophie associée à la dilatation, ils seront dépassés, ils seront défaillants malheureusement, avec la conséquence là, c'est la diminution du débit cardiaque. Toujours, je répète, dans la pathologie aortique, il s'agit d'un retentissement sur le ventricule gauche, et il s'agit d'un retentissement sur la circulation systémique, voire même la circulation coronaire. Faites attention. Donc, à un stade tardif, qu'est-ce qu'il s'agit? Donc, un déficit à l'effort, puis un déficit au repos, et dernièrement, à un stade, ça c'est à noter, de défaillance ou bien dysfonction
myocardique avec une insuffisance cardiaque. Donc si on vous pose la question, citez-vous l'enchaînement de la physiopathologie des mécanismes qui vont survenir en amont. En amont veut dire le ventricule gauche, l'organe le plus atteint dans le rétrécissement aortique. Donc, premièrement, élévation de la pression, augmentation du gradient, augmentation suite à ça du temps de l'éjection. Quatrièmement, je répète, HVG, le signe le plus souvent retrouvé devant un RAO. Cette dernière, elle va évoluer à un stade plus tardif vers une hypertrophie dilatation. Et dernièrement, lorsque tous ces mécanismes-là vont être défaillants, toujours le but, je répète, c'est de garantir un débit cardiaque qui est normal. Donc, on arrivera à un stade terminal, stade de dysfonction myocardique concernant la loi de Starling. Et dernièrement, donc la complication terminale, si on vous pose la question, devant un rétrécissement aortique non traité, c'est l'insuffisance cardiaque. On va voir ça, l'insuffisance cardiaque gauche et totale, dans le chapitre prochain qui sera intitulé sur les insuffisances cardiaques. Donc, j'espère que c'est clair concernant les complications en amont, HVG et l'insuffisance cardiaque gauche. Maintenant, en aval, après cette sténose, donc qu'est-ce qui va survenir? Donc, une augmentation de la pression aortique, donc un stade de défaillance, qu'est-ce qui va survenir? Un stade terminal, je répète, une diminution de débit cardiaque et une diminution de la pression aortique. Dans votre examen clinique, vous allez noter une hypotension, donc une hypotension avec un souffle dans le foyer aortique. Nous allons aborder ça dans la partie clinique. C'est en faveur, votre diagnostic, il va balancer vers un rétrécissement aortique. Donc le débit cardiaque, il restera normal dans le repos pendant très longtemps, donc c'est toléré. Mais il augmente insuffisamment à l'effort, qui est responsable, ça c'est à retenir, on va revoir ça, la triade, syncope d'effort, encore d'effort et dyspnée d'effort, vous pouvez la rajouter dans ce support. Donc si on vous pose la question, les conséquences en aval, vous allez citer 3. Syncope d'effort, encore d'effort et une dyspnée d'effort. Tous ces symptômes-là, ils sont liés à quoi? À la diminution du débit cardiaque, de la perfusion des organes. Il s'agit d'une insuffisance circulatoire cérébrale. Ça va donner le syncope de l'effort, la triade, j'espère que vous allez la citer. Il s'agit deuxièmement d'une insuffisance coronaire fonctionnelle. On va voir ça dans la troisième complication. Ça va donner quoi? Longueur d'effort. On va voir ça dans le syndrome coronarien et longueur. Et une diminution du débit ou bien de la circulation pulmonaire qui va donner une dyspnée d'effort. Donc, si on vous pose la question, nous avons vu une valvulopathie qui associe les 3 signes, syncope d'effort, longueur d'effort avec dyspnée d'effort. Vous êtes sûr que il s'agit d'un rétrécissement aortique. Donc, on a la triade, syncope d'effort, longueur d'effort et dyspnée d'effort. J'espère que vous allez la citer. Dernièrement, avant de conclure cette partie, on va voir une petite particularité. Donc, il s'agit aussi d'une diminution de la circulation coronaire. Donc, je répète, le remplissage des artères coronaires, il se fait en diastole. Lorsqu'il s'agit d'une diminution de la tension artérielle, premièrement, avec l'augmentation de la résistance, ces deux facteurs vont avoir un retentissement aussi sur la circulation coronaire. Je répète, si vous vous souvenez de votre physiologie, la circulation coronaire, c'était 5% de la totalité de la circulation systémique. Une diminution de la perfusion systémique aussi veut dire diminution de la perfusion coronaire. Donc, plusieurs facteurs peuvent être incriminés ou bien peuvent entraîner cet encore d'effort. Premièrement, un débit coronaire insuffisant, surtout à l'effort. Donc, si on vous pose la question, quels sont les facteurs qui vont poser, ou bien qui vont causer plutôt cet encore d'effort? Vous allez noter premièrement la diminution du débit coronaire, secondairement bien sûr à la diminution du débit cardiaque systémique. Deuxièmement, on avait dit qu'il s'agit d'une HVG, hypertrophie ventriculaire gauche. Lorsqu'on dit hypertrophie, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, c'est ce qu'on a dit précédemment dans le retentissement en amont. Donc c'est l'augmentation des pressions avec, vous constatez là, tous les mécanismes qu'on a déjà cités, avec une insuffisance circulatoire dernièrement.
Donc, on dira qu'il s'agit d'une HVG, un muscle qui est hypertrophique, ce qui va survenir. Ce muscle, il va augmenter ses besoins en oxygène. Donc, cette HVG, une augmentation du travail ventriculaire gauche avec augmentation des besoins, avec une circulation coronaire qui restera soit normale ou bien qui va être diminuée à cause de cette insuffisance. Donc, l'HVG, deuxièmement, ça va causer une longueur d'effort. Troisièmement, l'athérosclérose coronaire associée. Donc, il s'agit souvent des comorbidités, vous allez voir ça dans l'athérosclérose. Et dernièrement, la diminution de la perfusion des couches. Notez-vous bien, ça c'est pour vous, on va aborder ce terme dans l'infarctus du myocarde. Donc, les couches sous-endocardiques, ce sont les couches les plus susceptibles à l'ischémie cardiaque. Donc, il s'agit des couches sous-endocardiques et sous-épicardiques. Je répète, c'est les couches sous-endocardiques qui sont souvent susceptibles à développer cette ischémie, ou bien cette angor, cette douleur qui témoigne de la souffrance de la musculature ou bien du myocarde. Donc, 3 conséquences si on résume avant de conclure en amont. Donc, si on résume, c'est surtout l'HVG et l'insuffisance cardiaque gauche à un stade tardif. En aval, après la sténose, la fameuse triade, syncope d'effort, angor d'effort. Et troisièmement, donc, la diminution de la circulation ou bien un dysfonctionnement, un déséquilibre entre la circulation coronaire, entre besoin et perfusion. Donc, premièrement, la diminution de la perfusion coronaire. Deuxièmement, l'HVG avec l'augmentation du travail, l'augmentation du besoin. L'athérosclérose qui va survenir par suite. Et dernièrement, l'hypoperfusion, surtout des couches sous-endocardiques. Notez ça bien, qui peut donner. Ce sont très susceptibles, ces couches, à développer d'un infarctus. Et l'infarctus, il va se manifester par la douleur. On va voir ça, je répète toujours, dans le syndrome coronarien. Donc, ça c'est tout, chers collègues, pour la physiopathologie. J'insiste sur les 3 conséquences. C'est à retenir, surtout les critères d'un rétrécissement aortique qui est serré. C'est ce dernier qui va donner l'insuffisance du débit cardiaque. Je répète, le retentissement sur le VG qui est le plus grave. Si on compare le RAO par rapport au rétrécissement mitral. Et n'oublie pas la diminution de la circulation coronaire. On va revoir ça dans la partie clinique prochainement où on va noter la notion de la triade, syncope d'effort, je répète, angor d'effort et vous pouvez rajouter la dyspnée d'effort. Merci pour votre attention, chers collègues. On traitera prochainement la partie clinique de secours. Toujours du bon courage dans vos préparations. Merci pour votre attention et à la prochaine.